tu vois, moi je pense que cette loi a des effets catastrophiques. Des effets catastrophiques même du point de vue de ce qu'elle est, de ce qui est supposé être sa justification. D'accord? Parce que loin de combattre le révisionnisme, négationnisme, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, bon, disons négationnisme pour être d'accord avec la loi, loin de le combattre, elle le favorise. Elle le favorise parce que c'est toujours la même histoire. Vous dites un truc est interdit, vous ne pouvez pas en parler, vous ne pouvez pas l'étudier, etc. Du coup, les gens disent qu'il y a quelque chose à cacher. Ça, c'est absolument universel. C'était comme ça dans les pays de l'Est. C'était d'ailleurs très comique que la gauche qui soutient ça, et on ne peut jure ces grands dieux qu'elle est anti-stalinienne, etc. Elle fait la même erreur contre les staliniens longtemps, mais dans d'autres circonstances. Les staliniens avaient au moins d'autres. Il y avait la guerre civile, il y avait la guerre, il y avait d'autres circonstances. Ici, il n'y a absolument aucune excuse. Et donc, ils ont été faire la même bêtise, si tu veux. Alors, pourquoi je trouve qu'elle est catastrophique? Il faut savoir ce qu'on veut. On me dit, enfin, des gens qui soutiennent cette loi me disent que dans le Moyen-Orient, les écrits révisionnistes ou négationnistes circulent, tout le monde dit Garaudy. À partir du moment où ils sont attaqués à Garaudy qui était un type très religieux dans son discours, proche de l'islam, etc., moi j'ai dit, maintenant, vous allez vendre ça comme des petits pains dans le Moyen-Orient, vous allez dire, si vous voulez vendre Garaudy, vous dites voilà, ça c'est le type qui est censuré par des américano-sionistes qui contrôlent la France, et regardez ce qu'il dit. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pour moi qui ai été les vendre, mais c'est ce qui se passe. Et donc, moi j'ai été à Alger, à une foire de livres, je rencontre une femme totalement vêtue à l'européenne, du tout wadée, fanatique, etc. La première chose qu'elle dit, c'est où sont les livres de Garaudy. Je veux dire, les gens veulent lire Garaudy, et puis alors des autres auteurs, etc. On me dit la même chose des banlieues. Il y a eu récemment un scandale en Belgique parce qu'il y a un survivant de l'Holocauste qui est venu parler dans une école du centre de Bruxelles, il y a un professeur de religion islamique qui a dit oui, mais vous exagérez, il faut lire Garaudy, etc. Bon, scandale. Donc on crée une situation que je trouve absolument scandaleuse où, d'une certaine façon, d'une part, il est évident que l'Holocauste est utilisé non pas comme leçon universelle, mais comme arme politique au service d'Israël. Récemment, un ministre israélien était en Russie pour dire qu'il ne devait plus enseigner l'Holocauste dans les écoles. Il faut quand même savoir ce qu'on veut. Si c'est une leçon universelle, on ne voit pas pourquoi le ministre d'un État particulier, en plus l'État d'Israël, ira en Russie pour dire attention, vous devez plus enseigner, parce qu'en Russie, ils ont probablement leur propre mémoire, il y a eu la guerre, etc. etc. Donc, eux-mêmes ont eu des souffrances inouïes, donc évidemment, ils ont leur propre souvenir et leur propre mémoire. Et, comment dirais-je, c'est assez scandaleux, d'une part, d'utiliser ça comme arme politique, et puis d'interdire qu'on en discute. Parce que quand on interdit d'en discuter, on augmente la suspicion à cet égard, d'accord, à l'égard du discours dominant, officiel, tu vois, du discours historique, si tu veux, et comment dirais-je, on diabolise alors les gens qui, pour des raisons politiques, ont tendance à se rebeller contre ce discours, essentiellement les musulmans. Donc on refuse aux musulmans un débat, on refuse qu'ils posent des questions, on refuse de leur répondre s'ils posent des questions, on leur refuse ça, et en même temps on les diabolise en les disant ah, regardez les méchants, ils ne croient pas à l'Holocauste, ils sont négationnistes, etc. Et on a créé ce problème en créant cette loi. Et ça, je l'ai vu depuis longtemps, je ne sais pas si j'ai dit ça au moment de la loi, mais je veux dire, il y a longtemps que je me suis dit ça va être un piège diabolique où d'une part on utilise l'Holocauste à des fins politiques, et d'autre part, en empêchant d'en discuter, on renforce la criminalisation des gens qui, parce qu'ils n'acceptent pas l'instrumentalisation politique, se posent des questions, disent oui, mais on va dire Garaudy, on va dire ça, n'ont pas de réponse parce qu'il n'y a pas de débat. Pour qu'il y ait un débat, il faudrait qu'il y ait liberté d'expression. S'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de débat. Et donc, on criminalise, et on est dans une situation où moi je suis prêt à parier si tu fais le tour du monde, mais le tour du monde, pas du 5e arrondissement de Paris, mais le tour du monde, tu vas trouver plus de gens qui sont révisionnistes, négationnistes à différents niveaux que des gens qui sont orthodoxes, parce que tu vas trouver beaucoup de révisionnistes dans le monde musulman. Et donc on a été créé de toutes pièces un conflit de civilisation avec cette loi à la con. Mais vraiment, c'est vraiment ce qu'on a fait, quoi. C'est la France qui l'a fait, je suis désolé. Donc c'est vraiment un truc, je trouve ça extrêmement grave. Tu vois, c'est pas un détail, cette loi, si on peut dire. Et donc, moi, je suis opposé à cette loi pour des raisons pas seulement abstraites de liberté d'expression, mais aussi parce qu'en plus, dans un État laïque, on ne sacralise pas un événement historique. Tu vois, interdire qu'on en discute, c'est une façon de le sacraliser. Il y a un autre truc, c'est que, donne-moi un exemple
dans l'histoire où la vérité a utilisé de telles défenses. Donne-moi un exemple. Lysenko, c'est l'art politique qui est utilisé contre la biologie génétique. Galilée, c'est l'arme de l'Église qui est utilisée contre la science. Et ici, on veut nous dire que c'est la science qui est défendue par la loi et l'erreur qui est défendue, qui est condamnée par la loi. Il n'y a pas d'autre exemple, moi j'en connais pas. Et c'est peut-être, je ne dis pas que c'est faux, évidemment, mais n'empêche, c'est une erreur tactique catastrophique, un peu comme ce que j'ai dit avec la science qui est associée au pouvoir, c'est une erreur catastrophique pour la vérité se défendre par la loi. Et je dis, ça ne fait qu'augmenter. Donc je trouve vraiment, pour moi, c'est pas vraiment. Il y a des gens qui disent, oui, moi je suis pas d'accord parce que c'est une question de principe. Non, pour moi, c'est pas seulement une question de principe. Oui, c'est aussi une question de principe, mais ça a aussi des conséquences réelles catastrophiques dans le monde en termes de conflit de civilisation entre nous et le monde musulman. On a déjà des conflits sur tous les trucs possibles et imaginables. On a le voile, on a la burqa, les piscines. Il n'y a pas un jour qui passe sans essayer de trouver une source de conflit. Et on a des bombes qui tournent sans arrêt un peu partout au Moyen-Orient, des bombes occidentales en général. C'est pas eux qui nous attaquent, c'est nous qui les attaquons pour l'essentiel. Et donc, on est dans une situation où, alors là, je trouve ça vraiment scandaleux. Je trouve scandaleux de criminaliser les gens parce qu'ils posent des questions sur un fait historique quand on leur refuse un débat sur ce fait historique. Or, si on supprime la liberté d'expression, il n'y a pas de débat réel. Il n'y a pas de réponse possible. Parce que pour répondre aux arguments des pseudosciences, tu vas dire, mais il dit ça, il dit ça, il dit ça. Mais si tu dis, voilà, M. Forisson dit ça et ça et ça, tu vas en prison, ou tu es condamné à de lourdes amendes. Donc tu ne peux pas avoir de débat. Voilà. Alors maintenant, il y a la question de savoir, bon, j'ai signé une pétition qui forcément est soutenue par des gens qui sont soit d'extrême droite, soit révisionnistes, enfin il y a des gens, mais il y en a de tas, il y a 1600 personnes, il y a le fondateur d'Apple qui est là-dedans. Je veux dire, il y a des tas de gens qui ont signé ça et qui ne font pas du tout d'extrême droite. Mais évidemment, c'est nouveau le même problème que la diabolisation, tu vois. En fait, il y a assez peu de gens, d'après ce qu'on peut voir des noms, d'origine musulmane qui signent ce texte, non, parce qu'ils ont peur, tu vois. Beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens ne signent pas ce texte, ils disent en privé, oui, on est d'accord. Tous les historiens, si on fait la liste des gens qui ont, à un moment donné, dit quelque chose contre la loi Guesso, elle est sur le site de Plan Rue, tu as une liste, j'ai pas la liste en tête, mais tu as énormément de gens. Bilal Naquet était contre la loi, Badinter a fait des remarques contre la loi. Enfin, je veux dire, tout le monde est contre cette loi quand tu regardes les déclarations. Peur du déshonneur par association, quoi. Quoi ? C'est la peur du déshonneur par association. Aussi peut-être une certaine hypocrisie qui consiste à dire je suis pour quelque chose, mais je ne vais pas signer un texte qui est contre, qui dit la même chose que ce que je dis. Il y a une certaine hypocrisie dans le sens que les gens ont tendance à dire ceci. On est contre cette loi, mais quand elle réprime des gens qu'on n'aime pas, c'est bien fait pour leur gueule. Ça, c'est un peu la réaction que j'entends. Tu vois ? Ah oui, mais Dieudonné, ah oui, mais Gomniche. Prends Gomniche, par exemple. Gomniche, ça, c'est l'exemple qui me. Non, c'est presque un voisin, vous êtes c'est quelqu'un, si tu veux, il a fait une conférence de presse. Et je te dis, je vous défie de me trouver dans la conférence de presse autre chose qu'en substance avoir dit, les historiens, il a dit ceci, les historiens, on lui a posé une question sur les chambres à gaz, il a dit, je ne nie pas le phénomène général, mais quand il s'agit du cas par cas, il faut bien quand même parler parfois du cas par cas. Les chambres à gaz ont fonctionné dans tel camp, de tel temps, de tel moment à tel moment, il y a eu autant de morts, etc. Si on est un historien, on ne se contente pas de généralité, on va étudier les phénomènes spécifiques. Il dit les historiens professionnels, d'accord ? Un physicien, c'est un type qui dit les pierretons, qui étudie quand même les choses un peu plus en détail. Donc, un historien aussi, les historiens doivent être libres et pas sous la menace d'une loi d'inspiration communiste, dont le but est de faire oublier les crimes du communisme. Ça, c'est littéralement ce qu'il a dit. Le type a été suspendu pendant 5 ans d'enseignement à Lyon. Il a été condamné au tribunal et finalement gagné en cour de cassation. Je trouve ça scandaleux. Je m'en fiche de savoir si j'ai un Gomniche ou pas. Je m'en fiche. La loi est la même pour tous, et ça, c'est aussi une remarque qu'un anarchiste juif américain a fait remarquer il y a très longtemps, c'est Chomsky, c'est que si vous faites des lois comme ça, elles se retourneront contre vous parce que ces lois sont mal faites. La gauche et l'extrême gauche les applaudissent parce qu'ils disent « Ah, on va taper sur les fachos », mais ça se retourne contre vous. Et la preuve, c'est que récemment, il y a une madame de la Ligue des droits de l'homme qui a été mettre 2 autocollants dans un carrefour sur les fruits israéliens appelant boycott apartheid. Elle a été condamnée à 1 000 € d'amende pour incitation à la haine raciale. Elle a dit elle-même, mais alors ça montre la confusion, elle a dit « Mais l'incitation à la haine raciale, c'est très grave, si c'était vrai, je devrais être condamné plus lourdement ». Elle n'a rien compris à la logique de la loi. Le problème de l'incitation à la haine raciale, c'est que c'est vague.
on ne sait pas ce que c'est pas défini, c'est défini nulle part. D'accord? Si je vole ton portefeuille, ça c'est relativement bien défini. Mais l'incitation à la haine raciale, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et la preuve qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est que si vous mettez 2 autocollants appelant un boycott apartheid, pour Israël, pas pour l'Afrique du Sud, ça c'était pas la haine raciale. Alors là, vous êtes poursuivi pour incitation à la haine raciale. Oui, parce qu'il avait fait ça il y a 20 ans avec l'apartheid en Afrique du Sud. Et là, évidemment, c'était des blancs, c'était des chrétiens, donc il n'y avait pas de haine raciale. Mais ici, ce sont des juifs qui sont nécessairement des victimes, donc c'est une incitation à la haine raciale, c'est absurde. C'est politique. C'est une position politique, on peut ne pas être d'accord, mais on peut la condamner, on peut la rejeter. Maintenant, c'est interdit, c'est illégal en France d'inciter au boycott. Et ça, c'est toujours au nom de la lutte contre le racisme, par la répression légale, pas par les arguments, par la répression légale. Et donc, pour moi, tout ça, ça forme un tout. La loi Guesso, la loi Pleven, etc., les lois de répression de la liberté d'expression, que la gauche, l'extrême gauche ont soutenu avec un enthousiasme énorme, et qui, à mon avis, ont des effets catastrophiques. Ouais. Et pas des effets de détail. Je dis, dans le conflit qu'il y a avec le monde musulman, si tu veux, c'est de plus en plus catastrophique. Tu fais un lien avec les lois mémorielles du type rôle positif de la colonisation? Ah, mais la différence avec ces lois-là, alors là, c'est ce que les juristes appellent des neutrons juridiques. Moi, je ne sais pas s'ils savent très bien ce que sont des neutrons, mais il veut dire par là des choses qui n'ont pas d'effet. Parce que ce sont des lois, si tu veux, qu'on a introduites, mais qui n'ont pas d'effet. Alors ça, c'est encore pire que tout de mon point de vue, parce que ce sont des lois qui n'ont pas d'effet. La loi Guesso, elle vous oblige, elle sanctionne les gens qui nient certaines choses. D'accord? Mais la loi Taubira, le Parlement décide que... Mais ça, c'est une manie des parlements. Moi, quand j'étais jeune, je croyais que les parlements faisaient des lois. Mais maintenant, ils votent des motions. Il y a un truc qui se passe en Inde, le Parlement européen va faire une motion. D'accord? Mais ils ne peuvent pas régenter ce qui se passe en Inde, mais... s'il y a des tueries, ou je sais pas, ils vont faire une motion. Et ils donnent leur avis sur tout. D'accord? Mais les parlements ne sont pas des salles de, comment dirais-je, des séminaires de philosophie qui donnent leur avis sur tout. Ils ont à faire des lois. Et des lois doivent impliquer des sanctions. Alors le Guesso, au moins, c'est une loi. C'est une mauvaise loi, mais c'est une loi. Les autres, c'est des fantômes. Et ça, c'est absurde. Donc je suis contre toutes ces lois mémorielles, évidemment. Mais c'est très intéressant de voir, j'ai eu récemment un débat avec un vert, enfin ce que vous appelez des verts chez vous, qu'on appelle des écolos chez nous, qui lui était à fond dans les tribunaux pénaux internationaux, dans la répression de la liberté d'expression. Il voulait qu'on a fait chez nous des assises de l'interculturalité, qui est à propos justement des relations entre les musulmans et les non-musulmans, etc. dans notre société. Et une des recommandations, c'était de laisser tomber justement ces lois, l'équivalent de la loi Guesso, qui est un peu plus faible, on a une loi semblable en Belgique. Alors lui dit non, il faut l'étendre à tous les génocides arméniens, rwandais, etc. Il faut établir une vérité d'État pour tous les phénomènes, enfin, potentiellement pour tous les phénomènes historiques. Ali Léopold II, qu'est-ce qu'on va dire de Léopold II? On va faire une vérité officielle pour Léopold II? Dans quel sens elle va aller? Je ne sais pas, musée de Tervure, il y a sa statue à Bruxelles. Je veux dire, si tu rentres là-dedans, tu pars pour le totalitarisme. Si tu es cohérent. Si tu n'es pas cohérent, alors tu es sélectif. Il y a des lois sélectives, ça s'appelle des lettres de cachet en France. Alors, ou bien on a les lettres de cachet, ou bien on a le totalitarisme. Et ça, c'est le choc qu'on a fait de rentrer dans cette alternative. On n'est toujours pas sorti parce qu'on ne veut pas simplement abolir ces lois. Alors, on rentre dans cette option, dans cette fourche. Et ça, c'est très bien décrit par Chomsky. C'est que, ou bien tu es cohérent, et alors tu fermes toutes les bibliothèques du monde occidental, parce que je ne vais pas amener ici, mais j'ai un exposé que je fais parfois sur la liberté d'expression, où je fais des citations de Hegel, de Marx même. Marx sur la question juive, de Churchill, je veux dire, ou des citations contemporaines, de Oriana Fallaci, les musulmans se multiplient comme des rats, tu peux prendre des citations du dernier livre du concours, où le héros qui s'appelle Michel, le livre est écrit par Michel Houellebecq, dit « Je tressaille de joie à chaque fois qu'un enfant ou une femme enceinte est tuée à la bande de Gaza ». Bon, si on peut dire ça, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, et on a le concours avec ça en plus. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas dire Céline, tu vois, je veux dire, il faut savoir. Je veux dire, on est dans une situation où bien on a 2 poids 2 mesures, on a l'aide de cachet, ou bien alors on va vers le totalitarisme. Mais c'est très facile de trouver des citations horribles, de trucs horribles qui sont dits aujourd'hui, mais évidemment pas des choses qui sont interdites. Oriana Fallaci, truc de fou. Quoi? Mais Oriana Fallaci. Je ne sais pas si je dois rajouter ça, mais bon, je veux bien rajouter ça, mais Oriana Fallaci. C'est pas obligé, hein. Oui, ça ne me dérange pas. Attends, pourquoi il repart pas une. Hop. C'est parti.
Tu veux dire du mal d'Oriana Fallaci? Oriana Fallaci, quand elle a écrit La rage et l'orgueil, non pas tellement d'elle, mais dans La rage et l'orgueil, elle dit les musulmans se multiplient comme des rats, et ils font horreur aux femmes de bon goût comme elle, etc. Mais à ce moment-là, elle a fait la couverture de l'Express avec un titre, La femme qui ose défier l'islam. Mais si vous dites que les juifs se multiplient comme des rats, vous ne faites pas la couverture de Rivarol, même comme l'homme qui ose défier le judaïsme. Je veux dire, et donc, les deux poids de mesure sont flagrants et rendent fou furieux les musulmans de France. Or, il y a beaucoup de musulmans en France, ce n'est pas une très bonne idée de les aliéner, pour ne pas dire plus. Or, les gens deviennent fous furieux à cause de ces deux poids de mesure. Et c'est dans la logique de l'ascension. Donc, pour moi, c'est vraiment un problème de société central. C'est pas un truc que je défends par principe. Je pense aux conséquences politiques de cette façon. Alors, sur la question de la pétition et de savoir si je signe avec d'autres personnes, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche parce que quand je signe un texte, je le signe parce que je suis d'accord avec le texte. D'accord? En France, il y a cette habitude d'avoir intériorisé ce qu'on appelle en anglais le guilt by association, la culpabilité par association. C'est une des choses qui était évidemment au cœur du macartisme aux États-Unis. C'est-à-dire, tu avais au macartisme, on disait oui, mais pendant la guerre, vous étiez ami de quelqu'un qui était dans le Parti communiste, etc. Ou bien, c'était ça, on vous fait le dire, on disait, mais vos amis là, ils ne sont pas dans le Parti communiste, ils sont pas là-dedans. Évidemment, tu avais la même chose avec le stalinisme. Tu avais, oui, mais en Espagne, vous avez connu des trotskistes, des anarchistes pendant la guerre d'Espagne, etc. Dans les procès staliniens, tu avais ce genre de suspicion. En France, bon, il y a eu ça évidemment pendant la guerre froide jusqu'à un certain point, mais c'était peut-être moins fort. Et alors, je pense qu'il y a cette drôle d'habitude que c'est l'extrême gauche et la gauche qui disent le guilt by association de plus sans se rendre compte que ça peut se retourner contre elles. D'accord? Parce que moi, j'ai connu des gens qui étaient staliniens, maoïstes, enfin, forcément, j'ai connu toutes sortes de gens. D'accord? Et alors, là, on utilise ça comme arme de discrédit vis-à-vis des gens, pour discréditer les gens. On dit, vous avez signé un texte avec un tel, etc. etc. Ben, on va les signer parce que j'étais d'accord avec le contenu. Je ne peux pas vérifier tous les gens qui signent. Et si on fait un appel pour s'acquiner, on signe avec BHL, etc. Mais ça n'a aucune importance que BHL recommence à la Palestine. Là, on n'est jamais coupable. Dès qu'on est dans l'orthodoxie, il n'y a jamais ce genre de réflexion. Mais quand on est dans l'hétérodoxie, quand on défend, l'hétérodoxie, sauf que sur la loi Guesso, en fait, quand on prend les gens dans un point, etc., on se rend compte qu'il y a un consensus contre cette loi, mais il n'y a personne qui ose se manifester. Donc, quand on ose se manifester, c'est plutôt ça que d'être hétérodoxe sur ce truc-là. On dit, regardez, il y a Faurisson, etc. Mais c'est tout aussi la même histoire que ce qui s'est passé avec la première affaire Faurisson, la première pétition. Il y avait un mot en anglais qui était trouvaille, on va dire, je ne sais pas, finding, je ne sais pas exactement comment traduire, et Vidal Naquet et d'autres ont été chercher ce mot et on dit ah, vous dites ça, donc vous dites qu'il a raison, etc. Et comme dit Chomsky, les ayatollahs en Iran sont souvent en train de regarder une pétition en faveur de Salman Rushdie en disant oui, mais là il y a un mot qui n'est pas correct. Tu vois, je veux dire, cette façon d'essayer de chercher des détails pour discréditer au lieu d'avoir un affrontement sur les idées. Si les gens veulent défendre cette loi, qu'ils la défendent, mais qu'ils la défendent pas en disant vous avez une pétition sur laquelle on trouve le nom